Voilà, donc nous allons commencer en reprenant là où nous avons été la dernière fois. Je pense que nous avions terminé la question du hasard et de la fortune. Disons qu'il n'y a absolument pas de hasard dans les causes supérieures, dans les causes essentielles. La fortune ou le hasard n'existe que dans la rencontre accidentelle qui arrive peu souvent de deux causes essentielles. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Et donc nous arrivons maintenant à l'explication de toutes les choses qui existent par les quatre causes. Il n'y a pas plus de quatre causes pour tous les êtres. Quand je me pose la question à cause de quoi, pourquoi, il s'agit d'une recherche de la cause. À cette question, on ne peut répondre que par l'une des quatre causes. Il n'y a pas cinq causes, il n'y a pas deux causes, il n'y a pas six causes, il y en a quatre et pas une de plus. Et ça jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas plus de causes que celle-là. Et c'est pourquoi Aristote dit qu'il y a autant de réponses à la question pourquoi qu'il y a de causes, c'est-à-dire quatre et pas plus. En effet, quelquefois, la question pourquoi trouve sa réponse finale dans la connaissance de ce qu'est la chose, c'est-à-dire dans la définition pour les êtres immobiles. Ce qu'est la chose, c'est la forme de la chose, ou bien sa nature, qui répond à la question qu'est-ce que c'est? C'est une table. Eh bien, la forme de cet objet, c'est la forme de table, la cause formelle. D'autres fois, la réponse se trouve dans la cause du mouvement. Et qu'est-ce qui cause le mouvement? C'est la cause efficiente. Pourquoi ces gens se sont-ils battus? Parce qu'ils étaient en colère. La colère est une cause efficiente de la bagarre. D'autres fois, la réponse est donnée par le but recherché, c'est-à-dire la cause finale. En vue de quoi ces gens se battent-ils? Soit c'est pour dominer, soit c'est pour se venger, soit c'est pour récupérer quelqu'un ou quelque chose. On sait, oui, avec ce qui se passe en ce moment, hein, on est tout à fait dans l'actualité. Cause finale, récupérer des otages. Enfin, la réponse peut regarder la cause matérielle, donc quatrième sorte de réponse. Pourquoi ce corps est-il corruptible? Parce qu'il est composé de bois corruptible, ou parce qu'il est composé de fer corruptible. Il est évident que les réponses touchent les quatre causes et qu'elles sont suffisantes. Donc il n'y a pas plus de quatre causes, mais il est nécessaire qu'il y ait quatre causes, par contre. Il ne peut pas y en avoir moins. Il ne peut pas y en avoir plus, mais il ne peut pas y en avoir moins. En effet, puisqu'une cause est ce dont procède l'être d'une chose, son être rapporté à sa cause peut être considéré de deux façons. Sur la première façon, c'est l'être considéré absolument. Ainsi, la cause de l'existence est la forme par laquelle quelque chose est en acte. Suivant l'autre façon, c'est de l'être en puissance que vient l'être en acte. Et parce que tout ce qui est en puissance est réduit à l'acte par un être en acte, il y a donc lieu de poser deux causes, la matière et la cause efficiente qui est l'agent en acte. La matière se tient du côté de la puissance et la cause efficiente de l'agent se tient du côté de l'acte. Et c'est bien l'agent en acte qui fait passer la matière de la puissance à l'acte. Cependant, l'action de l'agent tend vers quelque chose de déterminé en tant qu'elle procède d'un principe déterminé. Évidemment, pour ce qui est de mon exemple classique du gland, bien l'action de l'agent
efficient, c'est la pluie et le soleil, de même que la terre avec ses éléments nourriciers, et, et qui tend vers le chêne adulte, qui est la cause finale, qui est le but. Car tout agent agit selon ce qui lui convient. On appelle cause finale ce vers quoi tend l'action de l'agent. La forme, la cause formelle, est cause de l'existence de la chose. Les trois autres causes regardent l'être selon que quelque chose reçoit l'existence. La forme, cause et cause de l'existence, tandis que la matière, l'efficience et la fin regardent l'être selon que quelque chose reçoit l'existence. De là vient que dans les êtres abstraits du mouvement, donc qui ne concernent pas la philosophie de la nature, et qui concernent, par exemple, les êtres mathématiques, on ne doit pas considérer les trois autres causes, seulement la cause formelle. Donc le philosophe de la nature démontre par les quatre causes l'existence des choses. Il arrive plusieurs fois que des causes se réunissent en une seule. Ainsi, la cause formelle et la cause finale deviennent numériquement une. Ah oui, puisque la fin du mouvement, c'est la forme, donc la fin et la forme coïncident numériquement. C'est le chêne adulte. Cela doit être compris pour la cause finale de l'homme. Pardon. Cela doit être compris pour la cause finale de la chose engendrée. La cause finale de la chose engendrée, c'est la forme de l'être. La cause finale de la génération de l'homme, eh bien, c'est pas la forme de l'homme. C'est spécifique. Alors ça, c'est une petite remarque de saint Thomas, oui, parce que la fin de l'homme est au-delà de sa forme. C'est la vie éternelle, c'est Dieu. Et, tandis que pour tout ce qui est en dessous de l'homme, c'est-à-dire les animaux et tous les vivants, la cause finale, c'est la forme. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, la matière, en tant qu'elle est un être en puissance, en tant que telle, alors que les autres causes, l'agent, la cause efficiente, la forme et la fin, elles sont des êtres en acte. Le sujet de la philosophie de la nature est ce qui est mu, engendrable et corruptible. Donc, tout ce qu'il est nécessaire d'étudier concernant la génération doit être considéré par la philosophie de la nature. Au regard de la génération, il faut considérer la forme, la matière et l'agent efficient. Car celui qui veut connaître les causes de la génération doit procéder de la façon suivante. En premier, il faut savoir ce qu'est l'être qui est produit par un autre. C'est la réponse à la question qu'est-ce que c'est? Et la réponse, c'est la forme, la cause formelle, par laquelle l'être engendré est ce qu'il est. Ça, c'est la question la plus importante. C'est la question essentielle. Il faut ensuite étudier quel est le principe premier dont dépend la génération, c'est-à-dire ce qui en premier fait la génération. Et là, eh bien, on aboutit à considérer le moteur, c'est-à-dire l'agent efficient. Cause efficiente. De même, il faut aussi étudier quel est ce qui reçoit cette génération et la soutient. Et ça, c'est l'étude du sujet et de la matière, la cause matérielle. Il est évident qu'à la philosophie de la nature,
appartient de considérer la forme, le moteur ou la cause efficiente, et la matière, le sujet. Enfin, la philosophie de la nature doit considérer la fin. La forme qui dit ce qu'est la chose est aussi la fin de la génération. Et ce, en vue de quoi la génération a lieu. Donc la forme et la fin coïncident dans une même chose. Pour l'exemple de mon gland, c'est toujours le chêne adulte. Parce que la nature opère en vue d'une fin, il est nécessaire que la philosophie de la nature considère la forme, non seulement en tant qu'elle est forme, mais en tant qu'elle est fin. Les deux. Oui. L'étude des choses naturelles doit aller jusqu'à donner une réponse complète à la question « Pourquoi ?» Et cela selon n'importe quel genre de cause. Aussi, il faut savoir que si telle chose a précédé, que ce soit la matière ou l'agent efficient, il est nécessaire qu'il y ait telle conséquence. Par exemple, si l'être engendré vient de principes matériels corruptibles, il est nécessaire qu'il soit corrompu. Il faut cependant prendre en considération qu'à partir de la matière ou de l'agent antérieur, les conséquences n'apparaissent pas toujours nécessairement. Quelquefois, la conséquence est absolue, elle est comme nécessaire, par exemple, si je mets du bois dans du feu, nécessairement, le bois va brûler. Quelquefois, la conséquence est fréquente, mais non pas toujours. Par exemple, à partir de la semence masculine, qui est le principe actif de la génération, naît habituellement un enfant qui a 2 yeux, 2 mains, 10 doigts. J'ai bien dit, habituellement. Il peut arriver, quelquefois, que cela ne se produise pas. Oui, j'ai appris la semaine dernière, par exemple, que ça ne s'est pas produit pour Uderzo. Oui, le dessinateur d'Astérix, il est né avec 12 doigts. Donc, petit garçon, eh bien, il a été opéré, on lui a enlevé un doigt de chaque main pour qu'il en ait 5 et pas 6. Vous voyez que c'est des choses qui arrivent même encore de nos jours, des accidents de la nature. Donc, cela arrive habituellement, mais pas toujours. De la même façon, à cause d'une certaine disposition de la matière dans le corps humain, il arrive très fréquemment qu'il y ait de la fièvre provoquée par l'infection. Vous avez certains individus qui peuvent tomber malades, qui peuvent avoir une grippe et ne pas avoir de fièvre. Ça se rencontre. Et ce n'est pas habituel. Quelquefois, cependant, cela peut être empêché. La philosophie de la nature démontre aussi par la cause formelle. Il faut savoir que lorsque des causes matérielles et efficientes qui sont antérieures dans la génération, quelque chose suit nécessairement. Alors on peut démontrer par elle. Mais on ne peut pas faire cela quand la conséquence est seulement fréquente. Dans ce cas-là, il faut que la démonstration s'appuie sur ce qui est postérieur dans la génération, sur ce qui nécessairement suivrait d'autres choses. Comme des principes de la démonstration suit la conclusion. Dans ce genre de démonstration, nous procédons de la façon suivante. Si cette chose doit être engendrée, alors il est requis telle et telle chose. Et on part du résultat et on dit, si on veut ce résultat, alors il faut absolument telle et telle chose. Dans ce cas de conséquences fréquentes, on s'appuie sur la forme. La cause formelle
est là pour démontrer l'existence de la chose. Car ce qui est engendré, c'est ce qui est le terme et la fin de la génération, et c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est, c'est-à-dire la forme. Lorsque nous utilisons ce mode de démonstration, si cela doit être produit, eh bien, nous démontrons toujours par la cause formelle. Mais Aristote montre ensuite qu'on peut aussi démontrer par la cause finale. Le philosophe démontre que quelque chose existe parce qu'il est meilleur qu'il en soit ainsi. Les dents de devant sont plus coupantes parce qu'il est meilleur qu'il en soit ainsi pour déchirer la viande. Alors que les dents du fond sont beaucoup plus larges, les molaires, parce qu'il est meilleur qu'il en soit ainsi pour mastiquer la viande. Donc là, on est bien dans la cause finale. Le but des dents de devant, c'est de couper. Le but des dents de derrière, c'est de mâcher. Donc, tout ce qui est fait selon la nature est fait en vue d'une fin. Ceux qui nient que la nature agisse en vue d'une fin, ce sont les philosophes antésocratiques, matérialistes, et les atomistes, Héraclite et tous ces gens-là. Et eux, ils disent que non, la nature n'agit en vue d'aucune fin. Donc Aristote dit que la nature est au nombre des causes qui agissent en vue d'une fin, et cela s'applique à la question de la providence. Ça, c'est saint Thomas qui montre. Aristote ne parle pas de la providence. Car ce qui ne connaît pas la fin, n'y tant que s'il est dirigé par quelqu'un qui la connaît. Donc tout ce qui n'a pas l'intelligence, les animaux, les plantes, agissent en vue d'une fin qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a forcément un être intelligent qui est au-dessus et qui, lui, connaît la fin. Comme la flèche est dirigée par l'archer. La flèche, elle ne va pas toute seule se planter dans la cible. Il faut que l'archer dirige la flèche. D'où, si la nature agit pour une fin, il est nécessaire qu'elle soit ordonnée par quelqu'un d'intelligent. Et tout de suite, eh bien, on arrive à Dieu, qui donne la vie à toutes les choses, l'existence à toutes les choses, et la foi, et non pas la philosophie, mais la foi nous apprend dans l'Écriture sainte que les choses existent parce qu'elles ont été créées par Dieu en vue d'une fin. En second lieu, il faut dire comment intervient la nécessité dans les choses naturelles. Cette nécessité vient-elle de la matière et de l'agent ou de la forme et de la fin? Il faut se poser cette question car les anciens philosophes, ceux dont je viens de parler, ont assigné aux effets naturels une cause qui était toujours la matière, un des 4 éléments, soit la terre, soit l'eau, soit le feu, soit l'air. Ils ont posé que la nature n'agissait pas en vue d'une fin et ont cherché à confirmer vigoureusement leur opinion en rejetant les opérations où la nature semble principalement agir en vue d'une fin. Ces anciens philosophes ont voulu montrer que rien n'oblige la nature à agir en vue d'une fin, ni à faire ce qui est le meilleur. Si quelquefois nous trouvons à un être naturel quelque utilité provenant d'une opération de la nature, cela, selon eux, ne signifie pas
que cette utilité soit la fin de cette opération naturelle. Mais il arrive, par hasard, qu'il en soit ainsi. Et Darwin n'a rien inventé. Darwin, avec sa théorie de l'évolution, reprend quasiment mot pour mot, vous voyez, les discours des anciens philosophes présocratiques. On pourrait objecter que de telles utilités semblent toujours ou la plupart du temps se présenter et que ce qui survient toujours ou fréquemment semble être voulu par la nature pour une fin. Bien, pour rejeter cette objection, les anciens philosophes ont dit qu'au début de la constitution du monde, les 4 éléments étaient unis dans la constitution des choses naturelles. Les conformations multiples et variées des choses naturelles en résultent, bien qu'à toutes et à chacune, quelque utilité ait pu s'en suivre, celles-là seules ont été conservées, qui pouvaient servir à quelque chose, comme si elles avaient été faites pour cela. Elles n'ont pas été faites pour cela. C'est uniquement par hasard que le pied est fait pour marcher, vous voyez, par exemple. Ou que la main, il se trouve que la main a été conservée parmi toutes les choses qui ont été faites avec les 4 éléments. La main a été conservée pour prendre les choses, mais la main n'a pas été faite pour ça du tout. Il se trouve que, oui, par assez un hasard, comme ça. Oui. Donc Darwin n'a vraiment rien inventé. Je veux dire, comme dit l'Ecclésiastique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Autre théorie reprise par Darwin, donc cette disposition, cette aptitude ne venait pas d'une finalité inscrite dans l'intention de l'agent, mais était le fruit de ce qui est vain par soi, c'est-à-dire du hasard. Les choses dépourvues d'une telle disposition étaient détruites, et celles qui continuent, celles qui ont été dépourvues d'une telle disposition étaient détruites, et elles continuent de l'être quotidiennement. C'est exactement la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas adapté au milieu, disparaît, et n'est conservé que ce qui est adapté au milieu et qui est utile à l'individu. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vais pas aller trop vite non plus. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit? Ou de demandes? Vous voulez que je revienne sur une question ou sur une autre? Bon, apparemment, tout va bien. Alors maintenant, Aristote va démontrer que la nature agit pour une fin. Tout ce qui est fait par la nature arrive soit toujours, soit fréquemment. En effet, nous ne disons pas que c'est par hasard qu'il pleut en hiver. Par contre, c'est par hasard qu'il fait froid en été. Ça a toujours existé. Les accidents météorologiques, les conditions de dépression et d'anticyclones, si vous voulez, qui sont perturbées, soit en été, soit en hiver, ça a toujours existé. Alors, à certaines périodes plus qu'à d'autres. Mais ça, c'est du hasard. Mais ce qui est déterminé dans la nature, c'est que l'été, il fait chaud, et il y a du soleil majoritairement, ça veut dire qu'il n'y a pas de pluie, et l'hiver, il fait froid, et majoritairement, il pleut ou il neige. Ça, c'est ce qui arrive toujours ou fréquemment. Il est impossible que ce qui arrive toujours ou fréquemment soit le produit du hasard. Donc, ce qui arrive en vue d'une fin arrive toujours ou fréquemment. Mais tout ce qui devient selon la nature se produit soit toujours, soit fréquemment. Donc, tout ce que la nature produit est produit en vue d'une fin. Il n'a rien à voir avec le hasard. Ce qui est naturellement produit est ainsi fait qu'il est incliné à une fin. Cette chose avait donc l'aptitude inhérente ou l'aptitude innée, l'aptitude inhérente pour les choses, l'aptitude innée pour
les animaux et les êtres humains. Donc, avait l'aptitude innée à ce qu'elle soit ainsi produite en vue d'une fin. Cette aptitude du sujet désigne l'appétit de la nature pour la fin. Ou encore, elle signifie que la nature a une aptitude naturelle à la fin. Donc, il y a quelqu'un qui a déposé au départ l'aptitude, qui a créé cette aptitude, qui a fabriqué cette aptitude. Il est donc évident que la nature agit en vue d'une fin. On parvient à ce qui est postérieur dans l'art ou dans la nature en partant des principes antérieurs. Ainsi, si un objet artificiel comme une maison était produite par la nature, elle serait produite selon l'ordre par lequel, de fait, l'architecte l'a produit. C'est-à-dire que d'abord, la nature creuserait les fondations, puis érigerait les murs, et enfin poserait le toit. Car c'est bien de cette façon que la nature procède dans la génération des êtres rivés en terre, c'est-à-dire les plantes. La nature commence par faire pousser les racines en profondeur, qui sont en quelque sorte leur fondation. Ensuite, le tronc s'élève à la manière d'un mur, et enfin, les feuilles culminent à la manière d'un toit. De même, si ce qui est produit par la nature était produit par l'art humain, le mode de production serait conforme à l'aptitude naturelle selon laquelle ces choses peuvent devenir. Cela est évident pour la santé. Il arrive qu'elle soit produite par l'art du médecin ou par la nature elle-même. C'est-à-dire que le corps peut très bien se guérir tout seul. Le médecin intervient quand justement le corps n'y arrive plus. Il est donc manifeste que dans la nature, une chose est en vue d'une autre. C'est-à-dire que des choses antérieures sont en vue des choses postérieures, exactement comme dans l'art, on dispose d'abord des choses qui vont ensuite produire d'autres choses. Comme vous l'avez compris, avec ce qui vient d'être dit, l'art imite la nature. Aristote dit que l'art fait certaines choses que la nature ne peut pas faire, comme une maison et d'autres choses de ce genre. Mais dans ce qui peut être fait, et par l'art et par la nature, l'art imite exactement la nature. D'où, si ce qui vient de l'art est produit en vue d'une fin, il est évident que ce que produit la nature est en vue d'une fin. C'est le plus évident chez les animaux. Les animaux n'agissent ni par l'art, ni par la recherche, ni par la délibération. Ils agissent par instinct. Et cependant, il est évident que leurs opérations sont en vue d'une fin, d'un certain but. C'est en raison de cela que certains se sont demandé si l'araignée, la fourmi ou d'autres animaux n'agissaient pas par intelligence. Je pense aux hirondelles, hein, c'est extraordinaire, les hirondelles, d'une année sur l'autre, elles savent exactement où se trouvait le nid l'année précédente, et elles reviennent exactement au même endroit. Et quand elles font un nid, quand elles décident, quand le nid a été détruit, il faut qu'elles en fassent un autre, mais le nid, il est toujours fait de la même façon. Ça fait des milliers d'années que les hirondelles construisent leur nid de la même façon. Comme si ces animaux agissaient par intelligence. Mais si l'on regarde leurs opérations, il est évident qu'elles n'opèrent pas par intelligence, mais par nature. Parce que ces animaux agissent toujours de la même façon. L'araignée tisse toujours sa toile de la même façon, qui est une façon en plus, je veux dire, c'est complexe, une toile d'araignée.
Et en même temps, c'est très beau, c'est une très belle figure géométrique. Donc il y a non seulement une finalité, il y a même une certaine beauté dans ce que fait la nature. Et pourtant, cette façon d'opérer n'est ni celle de l'intelligence, ni celle de l'art. C'est celle de l'instinct. Cet instinct, évidemment, a été mis dans l'araignée et dans tous les autres animaux par Dieu lui-même. L'artisan ou l'architecte ne construit pas toujours une maison de la même manière. Parce que l'artisan sait juger de la forme de l'édifice et peut la varier. Parce que l'artisan et l'architecte sont des êtres humains intelligents. L'hirondelle et l'araignée ne sont pas intelligentes. Donc elles font toujours la même chose. L'architecte qui est intelligent peut faire des beaux édifices comme il peut en faire des horribles. Hein, comme le Corbusier, il s'est rendu célèbre par ses horreurs. On peut encore rapprocher les animaux des plantes, car chez ces dernières, on remarque aussi que certaines choses sont produites en tant qu'elles sont utiles à la fin. Il en est ainsi évident que dans tout ce qui devient ou existe par nature, on trouve toujours la cause finale. Oui, mais il y a une objection sérieuse pour certains, mais Aristote va montrer que ce n'est absolument pas sérieux, l'objection des monstres. Les monstres ont toujours existé, mais ils n'invalident absolument pas la finalité des choses de la nature. Les monstres ne sont que des défauts de la nature. Donc c'est un ratage qui n'arrive pas souvent, qui n'arrive pas fréquemment, qui arrive de temps en temps. Donc ça ne change rien au fait que toujours ou fréquemment, la nature agit en vue d'une fin. Alors, il prend l'exemple des fautes de l'art. Bien que l'art agisse en vue d'une fin, il arrive qu'il y ait des défauts dans ce qu'il produit. Par exemple, le médecin peut prescrire un mauvais remède, ou le sculpteur peut donner un coup de ciseau malheureux. C'est des choses qui peuvent arriver, ce sont des fautes. Mais cela n'enlève absolument rien au fait que le médecin a un but final qui est la santé et que le sculpteur a un but final, c'est un statut. Il est donc possible qu'il y ait des défauts dans les œuvres de la nature, exactement comme dans les œuvres humaines, bien que la nature agisse en vue d'une fin. Dans l'art, pour ceux qui arrivent en vue d'une fin, certaines œuvres faites par l'art sont produites correctement. D'autres, où l'artisan s'est trompé, ne dépendent pas de l'art de l'agent. Dans ces œuvres se trouve le défaut. L'agent, lui, agit toujours pour une fin. Que dans l'art et les techniques, il y ait des œuvres défectueuses, cela est le signe que l'art opère en vue d'une fin. Ce n'est pas du tout une objection, c'est juste au contraire, c'est une confirmation que dans l'art, on agit en vue d'une fin. Eh bien, il en va de même dans les choses naturelles, dans lesquelles les monstres sont comme des défauts de la nature en tant qu'elle agit en vue d'une fin, et du fait que l'opération droite de la nature fait défaut. Ces défauts qui arrivent dans la nature sont le signe que la nature agit en vue d'une fin, bien que parfois elle n'atteigne pas cette fin. Ça s'appelle un monstre. Voilà, eh bien, je pense que pour ce soir, ça sera suffisant. La semaine prochaine, donc, nous verrons l'ordre à procéder pour arriver à la fin en question. Là, nous avons démontré que toute chose naturelle agit en vue d'une fin.
La semaine prochaine, nous verrons comment la nature procède pour arriver à sa fin. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Alors je vous dis bonsoir et à lundi prochain.